Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés, c'est un plaisir de vous retrouver. Je vous envoie des bisous si vous regardez sur mon visage. Et aujourd'hui, c'est une occasion d'affaires spéciale. Nous caressons l'idée de vous présenter la savane des esclaves. Nous allons faire cette découverte aujourd'hui. Et merci à tous les fidèles abonnés de la chaîne. Ça nous fait très plaisir. Merci de votre fidélité. Nous vous disons que nous essayons de trouver des endroits tout à fait attrayants, extraordinaires. Question de vous gâter, question de vous amener jusqu'au fin fond du plaisir. Restez là où vous êtes, nous allons faire pas mal de découvertes au cœur de la savane des esclaves. Allez, vous serez très gâtés, hein? La savane des esclaves est située dans la campagne des Trois-Îlets, quartier La Ferme, en Martinique. Dans un parc de 3 hectares, 400 ans d'histoire de la Martinique à découvrir. La reconstitution d'un village amérindien, visite de la rue Cazenègre, illustrant le mode de vie des esclaves sur les habitations. Et enfin, mode de vie des habitants des campagnes après l'abolition jusqu'en 1960. 20 cases traditionnelles, 26 panneaux bilingues, un jardin créole et un jardin médicinal sont à découvrir lors de votre visite. Une vidéo de Gilbert Larose, le créateur, vous expose l'histoire de la Martinique et ce qu'il a réalisé, puis ensuite la visite se fait à votre rythme, avec plans et de nombreux panneaux. À surtout vous rappeler, l'histoire de la Martinique ne peut pas être abordée sans évoquer la question de l'esclavage et de la traite des Noirs. Le site vise à retracer cette histoire en reconstituant un authentique village du 19e siècle. À l'époque où Napoléon l'avait rétabli en 1802, au cours de votre visite, seul ou avec un guide, vous découvrirez les conditions de vie difficiles dans lesquelles les esclaves vivaient. Les différentes cases contiennent du mobilier traditionnel et des sculptures en bois, montrant des scènes de vie, de travail, de repas, de repos ou de punition des esclaves. C'est une visite très pédagogique où l'on apprend beaucoup de choses au sujet de l'histoire de l'île. L'économie de la Martinique s'est construite autour de la production agricole, intimement liée à la sombre période de l'esclavage. C'est encore actuellement le secteur d'activité le plus développé sur l'île. Dans les différentes cases, vous découvrirez toute la technique de la culture, de la transformation et de la production de certaines denrées qui font la célébrité des Antilles françaises. L'une est consacrée à la canne à sucre, une autre au cacao ou encore au café et aux fruits. J'en ai annoncé, je dis à nous dans le parking savane des esclaves. Nous allons essayer de faire découverte. C'est une très belle histoire parce que les bras permettent nous au moins gagner de plus en plus d'informations sur comment l'histoire, l'esclavage, Martinique est faite. Comme nous connaissons que chaque Antilles, chaque peuple, chaque pays colonisé a une histoire. Et l'espace ça, c'est unique espace. C'est ici là qui permet au mieux une idée sur comment la question esclavage chantier dans Martinique. On n'a pas parking, on pratiquement va l'entrer dans l'espace là qui c'est savane. Les esclaves, restez avec nous.
La Martinique recèle un certain nombre de végétaux aux vertus thérapeutiques impressionnantes. L'une des cases est donc consacrée à la découverte des plantes médicinales pour comprendre comment nos ancêtres avaient pris à se soigner avec les végétaux des zones tropicales. Avant la technologie et les produits chimiques, nos ancêtres savaient produire en quantité sans avoir besoin ni de pesticides ni d'engrais de synthèse. Ils savaient cultiver la terre avec patience, amour, tout au naturel. Le musée retrace aussi cet aspect de la vie des ancêtres martiniquais puisqu'il consacre tout un jardin botanique cultivé avec des méthodes 100% naturelles. C'est une manière pour l'initiateur du projet de sensibiliser les vacanciers et les habitants à l'écologie et à la préservation de la nature et surtout de la forêt tropicale. Cazeneg, c'est le nom qui était donné à l'emplacement des cases d'esclaves qui travaillaient dans les champs. Situé loin de la maison du maître et des ateliers, la rue Cazeneg est proche des champs. Les esclaves de jardin logent dans les cases, en bois faites de torchis et couvertes de toits en paille de canne, à 2 ou 3 par case. Ils dorment à terre, sur des planches recouvertes de nattes ou de paillasses. Quelques cuits et calebasses servant de plat, mais ils n'avaient peu d'objets personnels. Et il faut dire que les cases étaient alignées car ainsi on pouvait mieux les surveiller et y tenir la discipline. C'est pour cette raison qu'il y a ce nom aujourd'hui, la rue Cazeneg. C'était pratiquement le nom qui était donné à l'emplacement des cases d'esclaves qui se trouvaient, comme je l'avais si bien dit, dans les champs, mais loin de la maison du maître. Nous sommes au cœur de la rue Cazeneg, c'est-à-dire sans sorte de modèle de comment façon case esclave qu'on a aligné. Loin de plantation météo, ok? Ils disent que qu'on gagne environ 2 à 3 esclaves par case. Et ils montrent nos représentations juste pour que nous puissions bien comprendre. Et il n'y a pas de gain, rien vraiment comme bien. C'était seulement 3 esclaves par case. Et puis, tu as gagné des nattes à terre, des planchettes qui ont été couchées. À l'intérieur de Casio, on peut le faire occasion des calvas ou des autres trucs que servir le plat. Et ils te mettent alignés comme ça, sans façon pour surveiller esclaves convenablement. Mais les cases sont surtout placées loin de maison météo. Casio compte plus proche champ pour esclavage se lever aller travail. Ils ont essayé nous une représentation de Casio. Ça, ce sont des petites cases. C'était comme ça esclaves vivent en Martinique. Espace côté que nous joignons ensemble de
punition. Il y a un cas spécialement qui est là pour esclaves qui t'a fait dérogation, qui t'a désobéi avec loi plantation. Nous allons essayer de faire un coup de lecture pour bien rapide qui va faciliter que vous compreniez. Les punitions infligées aux esclaves. Il faut dire que les colons utilisaient la violence pour accélérer le travail, pour corriger la moindre négligence pour punir et servir d'exemple en inculquant la peur et la soumission à tous pour éviter le marronnage, fuite et les révoltes. Il faut dire que la punition allait jusqu'à l'extrême cruauté, voire au meurtre, et était constamment tolérée par le système. Pour résister à cette condition, pour se défendre et exprimer sa révolte, l'esclave ne se contentait pas de pratiquer l'ironie à l'égard du maître. Il le volait, sabotait son matériel, mais il mettait aussi le feu à sa maison, empoisonnait son bétail ou l'empoisonnait lui-même. Les habitants ont vécu dans la terreur de ces empoisonnements et les châtiments infligés ont été d'une effroyable barbarie. Il faut dire que tous les esclaves n'avaient pas la force physique et morale de réagir ainsi à la situation qu'ils ne supportaient plus. Ils étaient atteints de troubles psychiques et les suicides étaient nombreux. De même, les femmes préféraient avorter plutôt que de donner le jour à un être privé de liberté. Ça, c'est parce que dans tout système esclavagiste, c'est pas seulement en Martinique, c'est parce que dans tout pays colonisé, esclaves ont un genre de comportement, utiliser empoisonnement, utiliser marronnage, fuite, pour résister avec le système esclavagiste qui était pratiquement pesé trop lourd sous dos. Et il y a des moments dans ça que ils ont subi, dans ça que ils vivent dans une situation infernale là, ils étaient obligés avorter au lieu de une naissance avec un petit monde qui pourra grandir, qui pourra vivre dans une situation que ils ont estimé qu'il était pratiquement une situation inhumaine. Ils ont montré que quand on a pendaison tout, il y a quelques bagages esclaves là qu'on fait, ils ont pendu. Les noirs étaient pendus soit par la tête, soit par les pieds ou même par le tronc, par la seule volonté du maître. Parfois, ils étaient écartelés sur la place publique. C'est-à-dire, ça, c'est une case qui montre nous ensemble de punitions qui ont gagné dans le système. Non? Ouais, maintenant, avec fusil dans main. Et ouais, représentation des mains, type de outils qu'on utilisait pour tuer, pour torturer, etc. C'est ça qui est dans le cas. C'est très important pour que nous découvrions l'histoire. Ça, c'est pratiquement une très bonne représentation de un case nègre. Jean Tableau a dit nous, il y a des cuits, Dieu servi non seulement pour manger, pour boire tout. Nous, ça aurait la caille, nos canaries. Il y a un truc qu'ils ont utilisé pour qu'il y ait de l'eau à frais. Et nous, tout pilon pour que faire nourriture, préparer ça qui sortit dans le jardin. Et nous, il y a un aigle qui campait dans la case. C'est quand même une belle représentation de case nègre là pour que nous puissions bien comprendre comment esclaves tapent vivre pendant une période esclavagiste. Maintenant, on va vous présenter le village d'antan, ou du moins le village en temps longtemps, c'est-à-dire d'antan en français. À côté de la maison, il y avait toujours un arbre fruitier pour avoir de l'ombre, l'aménagement floral. Et pour les esclaves, c'était très important pour embellir le village et avoir une vie douce et agréable. L'entente dans le village, s'aider les uns les autres, l'entraide, était très important pour eux également, ainsi que partager ses légumes, ses fruits avec le voisin. Il faut dire que dans la case, vous allez voir tous les ustensiles d'antan, le moulin à coco, le grage râpe sur une planche, etc. La jarre qui permet de conserver l'eau fraîche,
qu'on puisse avec la chasse-pain pour se servir dans un cru. Il y a également la calebasse qui joue un rôle prépondérant, est un coucou calebasse pour la coque de l'ambi, permettait de transmettre des messages aux environs. Mariage, dessert, rassemblement, chaque son avait une signification. Il y a aussi le pot de chambre appelé batch. On y va, on va également jeter un coup d'œil au niveau de la caïman doudou. Caïman doudou. Au jardin médicinal. Le jardin médicinal, indispensable pour soigner petits et grands. Les plantes médicinales étaient cultivées juste à côté des cases. Elles sont utilisées en décoction ou infusion des feuilles le plus souvent. Ce tableau, ça va vous montrer un ensemble de plantes que nous avons utilisées et je vous dis à quel type de médicaments que vous faites avec eux. C'est un babine chat qui là que vous utilisé pour faire journée aujourd'hui à orthozifon, si je ne m'abuse pas trop, c'est ça. Qui c'est un plante qui sont draineur pour régime amaigrissant. Et un citronnelle, ils ont utilisé pour faire médicaments. Un médecinier béni. Ils ont utilisé les doliprane qui sont plantes, tout. Il y a un monde qui doit comprimer ça pour de l'heure. Tout là, c'est un ensemble de plantes. Il y a guéri-toutes, que vous connaissez très bien. Il y a un gros thym, comme tout connaît. Esclavité toujours gagné. Atumo. En Haïti, on appelle ça sanglaou. C'est pratiquement une plante qui soigne tous les maux. Les feuilles et les fleurs sont utilisées en infusion contre la toux, la grippe ou en liqueur que vous trouverez dans la boutique. La racine appelée racine dégonflée est utilisée dans les régimes. Il y aurait l'atumo, c'est parce qu'ils ont estimé que le bon pour toute douleur. Et nous-mêmes, là, quand nous Haïti, nous avons le sanglaou. Esclavité toujours une plante ça, tout près, la caillou, pour si besoin. Depuis qu'il y a maladie, il y a des gens qui sont malades, il y a des douleurs, etc. Plante tout près, petit côté que vous va vivre là.
on continue. C'est le village Kalinago. Ça, c'est le village. On va visiter quand même. Ouais, donc nous sommes pratiquement au cœur du village des Kalinago. Une petite histoire, les Kalinago aux Caraïbes, sont des populations amérindiennes originaires du nord du Venezuela et ont migré vers les îles des Petites Antilles vers la fin du 7e siècle de notre ère surtout. Leur nom provient du mot Caniba donné par les Taïdons, autre peuple amérindien déjà installé aux Antilles à ces envahisseurs venus d'Amérique du Sud. Le nom international de Caraïbes leur a été définitivement attribué après l'arrivée des Européens dans le Nouveau Monde. De ce fait, ce peuple préfère l'appellation Kalinago, plus proche de leur nom originel, tel s'appelaient eux-mêmes Kalinago et les femmes Kaliponam. Les Caraïbes donnèrent leur nom à la célèbre mer d'Amérique centrale, la mer des Caraïbes. La désignation des Caraïbes antillais dans la langue arawa, Caniba, a été par ailleurs transportée via l'espagnol. Il était jusqu'à très récemment couramment admis que les Arawa avaient été exterminés par la Caraïbe. Cependant, il semble que cette affirmation ne soit plus aussi nettement acceptée et que sa présentation au public et aux enfants doit être modifiée. Les enjeux économiques de la colonisation expliquent en grande partie que ce soit forgé une histoire largement légendaire où les populations caraïbes pourraient exterminer d'hypothétiques populations arawa pacifiques, enlevant et réduisant en esclavage leurs femmes. De nombreux travaux récents tendent à démontrer que ce schéma a souvent été évoqué dans l'histoire pour justifier l'extermination d'un peuple par un autre. Il s'agit en quelque sorte d'une auto-justification, certes. Il faut dire que les Européens ont exterminé les Caraïbes, mais ce n'est qu'un juste retour des choses. Ces populations étaient censées avoir fait de même avec leurs prédécesseurs. Nous sommes pratiquement au cœur du village de Kalinago. C'est pratiquement la première catégorie de monde qui t'a vu sous terre avant même de faire venir des Noirs d'Afrique. Moun sa yo, selon petite histoire là, ils ont été exterminés. Mais c'est des gens qui sont directement non loin de Venezuela. C'était le premier peuple qui t'a vu. Ils ont pratiquement montré des représentations, des images qui nous ont une idée de comment ça a été chez les Kalinago. Cette case qu'on a regardé là, c'est pas case esclavio, c'est pratiquement un village Kalinago. Après que en dedans il y a un maître qui accompagne non seulement de une servante, une serveuse en dedans, et les mêmes avec madame qui chita sur la marque. Et on a regardé devant, il y a deux agents de sécurité qui a assuré la sécurité de pour un couple qui a pas assuré la sécurité, il y a une femme et un garçon qui avec
flèche dans main là. C'est sûr que vous couvrez casa. Personne ne va gagner accès à casa sans que vous pas passer sur deux mondes qui a sécurisé. C'est pratiquement comme ça, selon l'histoire, vie Kalina Goyotéye, qui toujours gagné. Il y a des gens qui sont mieux placés dans l'échelle, il y a des gens qui ont servi, il y a des gens qui ont sécurisé pendant eux-mêmes en occasion. Dans un grand tableau ça, quatre manières, quatre pratiques indiens caraïbes qu'on vivent. D'abord, c'était la pêche. Ils étaient vivre de ça en pile. Ensuite, ils étaient vivre de la chasse. Mais chasse allait de deux manières. Et parfois, c'est perroquets, ces oiseaux, pendant que les garçons ils allaient faire la pêche. Les familles eux-mêmes étaient pratiquement à beaucoup de périodes d'exploitation récolte. C'est-à-dire jardin était plus sous mesdames, planter et récolter sous mesdames. Et monsieur était plus dans la chasse. Soit oiseaux ou bien iguane, il était remis ça en pile. Et après, il convivent du troc. Il y a une qualité là, les juste vendre coq là, passer coq là avec notre tribu et tribu en bali l'autre bagaille. Les ont besoin surtout flibustier, les ont besoin cassave, tabac, pour le perroquet poisson. Ils ont venu joindre Indien ont baillé poule, ils baillé des outils de travail comme étant la hache, couteau, serpe, toile, objets divers en fer, aiguille, graines cristal, perles, etc. C'est un système de troc avec le tribu. Les flibustiers ont besoin, ça vient pour avec question élevage agricole, ils viennent jouer Indien. Indien ont même gagné notre objet. C'est une forme de troc qu'on peut utiliser pour vivre dans l'histoire par exemple. Ça nous capable dans l'histoire amérindien, indien, surtout indien des Caraïbes, nous capable toujours un système hiérarchique, toujours des supérieurs. Et à l'intérieur de casa, on a regardé que c'est la préparation de casa, il y a des gens qui manger, il y a des gens qui faire le tout, parce que nous dame il y a avec un panneau même qui facilite que le défaut de grâce avant. Et après ça, nous voyons que toujours gagner un agent, soit en forme d'un garçon de sécurité qui campait avec un outil normal qui a facilité que sécuriser quasi. Contrairement avec le système esclavagiste normal, ça a une très belle différence. Là, c'est un ensemble de armes qu'on utilise. Nous avons flèches, nous avons pic. Tout ça, indien qu'on utilise, soit pour gommer, soit pour lutter, soit pour chasser. Et tout ça qui était des objets typiques à eux-mêmes. Et nous avons dans casa.
Pas oublier, image ça que vous regardez là, c'est le village de Kalinago. C'est le premier peuple qui était pratiquement à vivre sous terre ça, avant même de fait venir des Noirs d'Afrique pour continuer le système esclavagiste. Mais le peuple qui était là avant, les Indiens de la Caraïbe, mais village de même façon que même que vous vivre, nous voyons que son système de troc, la chasse, nous voyons la chasse là, il y a des oiseaux, il y a des iguanes qui ont été remis en pile avec perroquet. Et nous voyons tout, ils ont été pratiquement utilisé mesdames pour qu'ils soient récoltés. Les messieurs à la chasse, mesdames même ils allaient dans le jardin pour faciliter au moins que travail dans le foyer, monde manger, monde vivre normalement bien. Et remarque que nous faisons un système de sécurité presque chaque case et toujours un monde qui a sécurisé case. C'est le village des Kalinago. Je vous rappelle que la savane des esclaves est créée pour témoigner, enseigner et préserver le patrimoine martiniquais. Depuis décembre 2004, les secrets et les richesses de la savane des esclaves sont enfin révélés au public grâce à la mise en place de la visite guidée et de diverses démonstrations faites surtout au cœur de la savane des esclaves. Comment la savane des esclaves a-t-elle vu le jour ? Depuis tout petit, Gilbert Larose s'est toujours intéressé au mode de vie de ses grands-parents, à leurs connaissances, leurs coutumes et leurs traditions. Persuadé que cette culture ne doit pas se perdre, mais mérite au contraire d'être découverte et redécouverte par tous. Il a voulu la remettre en valeur au cœur de la société martiniquaise d'aujourd'hui. C'est enfin qu'en 2000, Gilbert a eu l'idée de bâtir un village en temps longtemps. Soutenu et aidé par sa famille et les amis, sans aide ni subvention avec les moyens de ses ancêtres, et dans le respect des traditions, la savane des esclaves est née au cœur du quartier La Ferme aux Trois-Îles. Après 2 années de débroisement avec scie, bûche et coutelas, Gilbert a voulu faire fructifier la terre avec bananes, dachines, patates douces et manioc. La préparation du sol avec roues et binettes fut réalisée en 1 année. Au regard des récoltes et avec la fréquentation des aînés, tout cela lui a donné l'envie de préserver son passé et de partager la culture martiniquaise de ses ancêtres. À côté des jardins de légumes, Gilbert a alors construit plusieurs cases entièrement réalisées en bois local, roseaux et feuilles de canne trouvées à proximité du site. La savane des esclaves est là, comme je l'avais si bien dit, pour témoigner, enseigner et préserver le patrimoine martiniquais. Pour mieux enseigner et partager l'histoire de l'esclavage martiniquais, Gilbert Larose crée une bande dessinée, L'histoire de Martinique, afin selon l'auteur de toucher un public encore plus nombreux et de transmettre l'histoire de Martinique des Arawaks à l'abolition de l'esclavage.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés de la chaîne, je vous invite à regarder une vidéo narrative qui va vous permettre le droit de mieux comprendre l'histoire de l'esclavage martiniquais. Je vous prie de bien vouloir accorder une attention soutenue afin d'avoir de plus amples informations sur l'histoire. Les enfants, ils le faisaient manger des côtes de dindon, par exemple. Et il y avait, par exemple, lorsqu'il rappelle le manioc, comme on dit chez nous, le gâché manioc était rythmé au son du tambour. Alors les colons avaient interdit de jouer du tambour pendant ce moment. Là, il y a un petit révolte qui commence à déclencher de là, que l'esclave romain a réagi. Même si c'était interdit, l'esclave romain a réagi, il a battu le tambour, il a joué du tambour. Lorsqu'il a commencé à jouer du tambour, les colons sont arrivés, ils ont saisi le tambour des Romains. Il s'est assis sur la boîte et il a continué à faire du tambour sur la boîte. À ce moment-là, les milices sont arrivés, les gendarmes, ils ont récupéré Romain sur l'habitation et là, ils ont emprisonné Romain à Saint-Pierre. Lorsqu'ils ont emprisonné Romain à Saint-Pierre, les esclaves, ils ont réagi tout de suite. Tous les esclaves sont descendus à Saint-Pierre, ils ont commencé à souffler dans le coq de l'Ambi et tous les esclaves des mondes sont commencé à descendre dans la ville à Saint-Pierre et là ça a commencé à chauffer, à commencer à avoir des émeutes, et à commencer à brûler des choses, à écraser des choses à Saint-Pierre. Et là l'adjoint au maire a été voir le maire, l'adjoint au maire qui s'appelle Pourri Papi. Pourri Papi a vu avec le maire, il fallait libérer Romain, sinon ça peut dégénérer. Alors le maire a dit non, on ne va pas libérer Romain, mais par contre on peut faire venir les ministres, l'armée, et ils vont tirer sur les esclaves et ça va les disperser. Alors, Pourri Papi, l'adjoint au maire, n'a pas écouté le maire, il a pris sa décision tout seul, et c'est de là qu'il a libéré Romain. Et à ce moment-là, les esclaves se sont calmés, ils ont envoyé Romain, ils sont contents que Romain a été libéré. À ce moment-là, ils prennent la direction de Saint-Pierre, ils montent à Saint-Pierre. Mais quand Romain a été libéré, le maire de Prêcheur était déjà au courant, alors lui, il a placé les milices à l'entrée de sa ville, au Prêcheur. À ce moment-là, les esclaves qui montaient, en arrivant, ils tombent sur l'embuscade de milices. Alors les milices commencent à tirer sur les esclaves avec des coups de fusil. Il y en a des esclaves qui sont morts, il y en a qui ont des bras coupés. C'est l'horreur, quoi. Alors les esclaves, ils ont ramassé les morts, les blessés, et ils sont redescendus sur Saint-Pierre pour mettre le feu à Saint-Pierre. Et en montant, il y avait le fils du maire du Prêcheur qui avait mis les milices sur la route, montait. À ce moment-là, ils sont tombés sur le fils du maire, les esclaves. À ce moment-là, ils ont tué le fils du maire. Ils ont continué à descendre à Saint-Pierre, c'est là que les colons, ils étaient vraiment très peur, parce que les esclaves commencent à écraser des choses, à brûler des choses à Saint-Pierre. Alors beaucoup de colons, à 40, ils sont courus, ils se sont cachés dans une maison, et c'est de là que les esclaves, ils ont mis le feu dans cette maison. Et lorsqu'ils ont mis le feu dans cette maison, ils ont brûlé les 40 colons dans cette maison, et Saint-Pierre commence à brûler. Fort-de-France commence à attaquer, et c'est de là que le gouvernement de Saint-Pierre a déclaré l'abolition de l'esclavage. Et le gouverneur Westoulan est monté le lendemain pour signer le décret. Et c'est 15 jours après, on voit que Schœlcher arrive avec le décret signé, et l'abolition de l'esclavage était déjà établie sur l'île par les esclaves. Avait déjà pris leur liberté déjà. Alors le décret arrivait après. Alors c'est pourquoi, pour moi, il fallait créer une place qui s'appelle du moins la place de l'esclave romain. C'est pourquoi quand vous allez faire le tour du jardin, vous allez voir la statue, comme vous pouvez faire des photos à l'époque aussi. Et là, vous avez tout un grand texte sur un petit carré qui va vous parler de l'esclave romain. Et vous avez un autre petit carré à côté qui va vous parler aussi de biceps. Parce que biceps, c'est un abolitionniste. Les personnes n'en parlent, tout le monde parle de Schœlcher, mais personne ne parle de biceps. Et biceps, c'est le neveu de Joséphine. Il a milité beaucoup pour l'abolition de l'esclavage aussi en métropole. J'ai mis tout un panneau qui va tout vous expliquer sur biceps, vous allez voir, il ne faut pas le louper. Et après, vous avez aussi le panneau sur les livres de couleurs, parce qu'ils étaient beaucoup plus de couleurs que les colons
sous l'habitation entre les de couleur et les esclaves sous l'habitation. Mouliac a toujours combattu pour pouvoir avoir le même statut qu'un blanc. Ils ne se sont jamais alliés avec les esclaves sous les habitations. Alors vous avez toutes les explications sur les Mouliacs, sur le blanc panneau, juste avant les toilettes. Et là, après ça, après la race roumaine, je vous invite aussi dans le jardin à vraiment prendre connaissance sur la rue Cazenec. Puisque la rue Cazenec vous montre aussi la vie des esclaves sur les habitations, les conditions de vie des esclaves sur les habitations. Parce que bien souvent, on vient à Martinique, par exemple, quelqu'un, par exemple, un touriste qui vient d'ailleurs, il vient à Martinique, il va sur une habitation, il voit l'habitation avec des maisons du maître, sont très jolies, sont très grandes, très jolies, très propres, mais il ne montre jamais la rue Cazenec. Parce que la rue Cazenec, ça explique tout, les conditions, avec les conditions de vie, tout. Parce que la rue Cazenec était placée à proximité du champ. Jamais trop loin du champ, parce que quand l'esclave se lève, il faut qu'il soit au travail tout de suite. Alors il ne faut pas mettre un esclave à 4-5 km du champ. L'esclave est toujours placé, habite toujours dans le champ. Alors, la rue Cazenec, c'est toute une lignée de petites maisons, en colonne couvrée, comme on dit. Alors, lorsque le colon fait sa ronde, il voit tout le monde dans ce cours. Il y a un esclave qui vit sur l'habitation, mais il vit dans des conditions vraiment très misérables. Alors, les esclaves habitaient, comme vous avez constaté dans la rue Cazenec, dans des toutes petites maisons, mais ils ne possèdent rien du tout. Dans les maisons, quand vous allez regarder dans les maisons, il n'y a pas de table, pas de chaise, il n'y a rien du tout. L'esclave dormait à meuble sol, sous sa paillasse. Ils avaient un repas par jour quand ils travaillaient pour le colon. Tout esclave qui travaillait dans le champ avait un repas par jour. Il y avait seulement des esclaves à talent, comme les maréchals ferrants, les charpentiers, les tonneliers qui pouvaient manger 2 fois dans une journée. Mais tout esclave ordinaire qui travaillait pour le colon dans le champ a un repas par jour et c'est fini. Alors, ils travaillaient de lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Alors, prenez votre temps, on a des panneaux, lisez des panneaux et regardez pour les statuts, comme ça vous allez comprendre beaucoup de choses. Et vous allez même toute l'histoire du café, du coton, du tabac, tout ce qu'ils ont planté qui faisait leur richesse, mais leur malheur de nos ancêtres. Et après ça, c'est de la partie esclavage. Je vous invite aussi dans la partie après l'abolition de l'esclavage. C'est là que je dis chapeau à mes ancêtres. Parce qu'après l'esclavage, il n'y avait pas encore de magasin, pas de route, pas de voiture, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste l'homme et la nature. Alors, ces petites maisons, lorsque les esclaves sont arrivés, après l'abolition de l'esclavage, ils sont montés vivre dans les collines, il fallait qu'ils se débrouillent avec ce qu'ils trouvaient à proximité où ils étaient. Alors, les petites maisons que vous voyez ici, ce sont des petites maisons qui ont été faites, par exemple, avec le bois trouvé, vous évitez exactement comme à l'époque. Le bois que j'ai utilisé, c'est du bois d'Inde. Par exemple, pour la charpente, les palissades, vous voyez les petits bois tressés, j'ai utilisé soit le bois tibom, soit le bois tifeuille, soit le bois patate ou le bois grillé. Il y a 4 bois ici qu'on peut utiliser pour les petites maisons. La toiture que vous voyez, j'ai mis des feuilles, la toiture du moins est recouverte avec des feuilles de palmier. Pourquoi? Parce que les gens, par exemple, qui ne travaillaient pas dans les champs de canne, ne pouvaient pas aller chercher des feuilles secs dans le champ pour la toiture. Il y avait uniquement ceux qui travaillaient dans le champ de canne qui pouvaient avoir une toiture recouverte des feuilles de canne. Mais avec les feuilles de palmier, c'est aussi joli, c'est aussi solide, beaucoup plus solide encore. Alors là, toutes les façades, où il se mettait la pluie, et tout ça, alors les gens prenaient la bouse de vache mélangée à la cendre de charbon. Et là, ils tapissaient sur les façades. Mais avant la bouse de vache, ils pouvaient aussi prendre de l'argile bien mouillée et mettre de la paille dedans et tapisser les façades avec. Et, par exemple, les esclaves, par exemple, dans le nord, leurs maisons étaient un peu différentes dans le nord. Tout le nord, c'était du bambou, parce que le bambou est beaucoup plus solide que le bois qui va pousser dans le nord. Mais le style reste toujours pareil. Et pour manger après la maison, il fallait faire le jardin à côté. Les gens, ils ont fait ce qu'on appelle le jardin créole, avec toutes les plantes, patates douces, ignames. Petit à petit, ils ont pu récupérer des plantes, ils faisaient le jardin et ils vivaient de ça, du jardin. Pas de gaz sans le jardin à côté. Et les gens vivaient vraiment en harmonie à l'époque. Tous les gens s'entraidaient l'un à l'autre et pouvaient échanger ce qu'ils avaient, ce qu'on appelle le trop. Aujourd'hui, j'arrive chez moi, j'ai beaucoup de jumeaux, je peux donner des jumeaux, mon voisin, il a des maïs, aujourd'hui, il va me donner du maïs. Nous, on vivait vraiment en harmonie et tout le monde s'entraidait l'un à l'autre. Il faut savoir, messieurs et dames, que le jardin médicinal, il est aussi important. Ça, c'est le moteur du village. Chaque personne avait une petite parcelle de plantes médicinales à proximité de leur maison. Alors, on va commencer tout de suite par la citronnelle. La citronnelle, lorsqu'on se réveille le matin, on aimait toujours avoir une petite branche de citronnelle pour faire une bonne tisane le matin qui est excellente. Mais la citronnelle, lorsqu'on a des digestions difficiles, est agrippale, on peut l'utiliser, mélanger soit avec le basilic, comme vous voyez juste à côté ici. Pour
l'instant, nous avons case qui est manioc curry. Manioc curry, c'est pratiquement appareil qu'on utilise, machine qu'on utilise pour faire cassave, pour utiliser manioc là, tout bon vrai. Et il parle nous de manioc là tout. Pendant ma visite, j'avais pris le soin de visiter l'esclave romain. L'esclave qui choisissait de jouer le tambour malgré c'était une interdiction formelle sur les habitations. Eh bien, tout a commencé après son arrestation parce qu'il ne voulait pas cesser de jouer son tambour. On l'a arrêté, on l'a mis en prison et c'est là tout a commencé. C'est pour cette raison que je dis c'est l'un des éléments déclencheurs de l'abolition de l'esclavage en Martinique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de l'avoir suivi. Vous venez d'avoir de plus amples informations sur l'esclavage de Martinique et jusqu'à son abolition au cœur de la savane des esclaves. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre vidéo sur un autre site touristique et culturel en Martinique. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à la chaîne si vous ne le faites pas encore, tout en prenant le soin de presser la clochette afin d'être notifié pour les éventuelles mises en ligne de la chaîne. Mon nom c'est Watson Germain, je vous aime tous de fort l'amour.